Et si cette élection n'était pas seulement une affaire de bulletins glissés dans des urnes, mais le véritable champ de bataille pour l'avenir d'un continent entier? Imaginez un instant. Un vote qui déterminera non seulement le destin d'un pays, mais aussi la trajectoire de millions de jeunes dans toute l'Afrique. Cette élection n'est pas un simple événement administratif, c'est un moment de vérité, un point de bascule dont les conséquences peuvent traverser les générations. Quand l'Organisation des Nations Unies lance une alerte sur l'Ouganda, ce n'est ni par pur altruisme, ni par solidarité désintéressée. C'est parce que les signaux du chaos sont déjà là, visibles et glaçants. Arrestations arbitraires, manifestations écrasées, voix étouffées. L'ONU ne fait que mettre des mots sur la peur que ressent chaque Ougandais au quotidien. Rappelons-nous, il y a quelques années, la même organisation tirait la sonnette d'alarme au Zimbabwe, au Soudan, au Mali. Chaque fois, ce n'était jamais trop tôt, toujours trop tard. Ici, rien n'est exagéré. Quand l'ONU s'inquiète, c'est que la situation est déjà au bord du gouffre. Le scénario, tristement familier sur le continent africain, se déroule étape par étape. Tension, répression, division, puis explosion. Prenons l'exemple du Burkina Faso en 2014. La tension montait depuis des mois, les signaux d'alerte étaient ignorés, et en quelques jours, le pays a sombré dans la violence. La leçon est claire. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de l'engrenage qui se met en marche. La question brûlante est là. La société ougandaise va-t-elle résister à la peur, refuser la manipulation, ou sombrer dans la division comme tant d'autres avant elle? Car l'histoire l'a prouvé. La division ne sert jamais la jeunesse. Elle ne fait que renforcer ceux qui tiennent déjà le pouvoir. Souvenez-vous de la Côte d'Ivoire en 2010, lorsque la division ethnique a été instrumentalisée pour justifier la violence post-électorale. Le prix payé par la jeunesse a été incommensurable, des milliers de vies brisées, des rêves anéantis. Pour cette génération, tout se joue ici et maintenant. Si la jeunesse ne saisit pas l'enjeu, elle risque de répéter les sacrifices sanglants du passé, de perdre sa voix et la possibilité unique de transformer le pays, voire d'inspirer une Afrique entière. C'est une responsabilité immense, mais aussi une chance rare. Regardez le Sénégal en 2012. La mobilisation pacifique et organisée de la jeunesse a permis un changement de pouvoir sans bain de sang. C'est la preuve que l'histoire peut basculer du bon côté, si la société refuse la fatalité. Comment briser ce cercle tragique? Pour mesurer l'urgence, il faut regarder les vieux schémas qui, encore une fois, se rejouent devant nous. L'élection en Ouganda n'est pas simplement un événement local. Elle est le miroir de toutes les batailles pour la démocratie menées sur le continent. Pour comprendre comment l'histoire se répète, il faut remonter aux racines de la crise actuelle. Car chaque détail du présent porte la marque des combats passés. N'oublions jamais, le Rwanda des années 90, la République centrafricaine, la RDC, tous ces pays ont vu leur avenir compromis par l'incapacité à tirer les leçons de l'histoire. Pourquoi l'Afrique semble-t-elle condamnée à répéter ses propres blessures? À chaque crise, les mêmes signaux d'alerte surgissent, mais restent trop souvent ignorés jusqu'à ce que tout explose. Lorsque l'Organisation des Nations Unies lance un avertissement, ce n'est pas un simple geste symbolique. C'est la reconnaissance d'un schéma tristement familier, revécu des dizaines de fois sur ce continent. Les grandes institutions ne font que confirmer ce que les citoyens endurent chaque jour. Tension, répression, silence. Puis, inévitablement, violence. Ce scénario s'est joué à maintes reprises, au Burkina Faso, dans toute l'Afrique de l'Ouest, au Sahel. Partout, les mêmes étapes macabres s'enchaînent. Les autorités verrouillent le débat, musellent l'opposition, bâillonnent la presse, étouffent toute voix dissidente. Internet coupé, manifestations interdites. La peur devient loi, et la société s'enlise dans la méfiance. Au Togo, en 2005, la coupure d'Internet a empêché la diffusion d'informations cruciales, permettant au pouvoir de manipuler la narration et d'isoler les opposants. Pris au piège d'un cercle vicieux, la jeunesse réclame le droit de rêver, de s'exprimer, de choisir son destin. Mais le système, fidèle à lui-même, ne répond que par la force. Ignorer cette histoire,
c'est s'exposer à voir encore et encore les mêmes tragédies, familles brisées, confiance sociale érodée, espoir anéanti à jamais. Les familles rwandaises, après le génocide, ont mis des décennies à reconstruire un minimum de confiance. Le coût humain est inestimable. Pourtant, beaucoup préfèrent détourner le regard, s'accrochant à l'illusion que cette fois sera différente. Mais chaque signal ignoré rapproche la société du point de rupture, là où la parole s'efface et où la violence prend le dessus. En Côte d'Ivoire, en 2010, les avertissements ont été négligés et le pays a basculé en quelques semaines dans une crise majeure. En Ouganda aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une simple bataille électorale. C'est toute une génération qui défie un système enraciné, prête à risquer l'avenir pour changer le cours de l'histoire. Imaginez un instant la pression sur les jeunes militants, qui savent que leur engagement peut leur coûter la liberté, voire la vie. À présent, la tension monte d'un cran. Comment la jeunesse ougandaise va-t-elle répondre à la répression? Leur choix déterminera non seulement leur sort, mais aussi la trajectoire de tout un continent. En Guinée, lors des manifestations contre un troisième mandat présidentiel, la jeunesse a montré une résilience exemplaire, mais aussi mesuré le prix de la répression. Et si la menace la plus profonde n'était pas l'opposition frontale, mais cette peur viscérale du changement qui ronge l'Ouganda? Car au-delà du duel entre Museveni et Bobi Wine, c'est tout un pays qui se débat avec ses propres démons. L'angoisse de l'inconnu, la peur de l'instabilité, sont souvent utilisées pour justifier l'immobilisme. Rappelons-nous de l'Algérie en 2019. Le pouvoir agitait sans cesse la peur du chaos pour dissuader la jeunesse de rêver. Museveni, presque 4 décennies au pouvoir, est devenu l'incarnation vivante du verrouillage politique. À force de durer, il est passé du statut de dirigeant à celui de décor national, figé, imposant, verrouillant tout espoir de renouveau. À l'image de Robert Mugabe au Zimbabwe, qui a régné sur son pays pendant presque 4 décennies, Museveni utilise chaque levier pour rester en place. Face à lui, Bobi Wine. Pas un expert de la politique, ni un sauveur tombé du ciel. Mais la voix brute d'une jeunesse lasse du statu quo, qui ne promet pas des miracles mais rêve simplement de briser les chaînes du récit unique, d'échapper à la peur et à la répétition. Sa trajectoire rappelle celle de Thomas Sankara, jeune capitaine devenu président du Burkina Faso à 33 ans, porteur d'un souffle nouveau malgré les obstacles immenses. Le vrai danger, pour le système, n'est pas un ennemi identifié, mais cette idée insurrectionnelle, une génération entière qui réclame sa part d'avenir. Une jeunesse qui n'a connu qu'un seul règne, mais qui refuse d'en être prisonnière. Cette aspiration est contagieuse. En Ouganda, mais aussi au Tchad, au Cameroun, au Congo, de nombreux jeunes rêvent d'écrire une nouvelle page d'histoire. Pour étouffer cette aspiration, le régime emploie chaque arme. Internet coupé dès la moindre alerte, arrestations ciblées, militarisation des rues. Tout est mis en œuvre pour que la société ne puisse même pas imaginer d'autre possible. Souvenons-nous de l'Iran, où chaque mobilisation massive est systématiquement interrompue par la coupure des réseaux, isolant les protestataires et renforçant la peur. Mais cette génération n'est plus celle d'hier. Reliée, informée, soudée par la solidarité numérique, elle comprend qu'elle n'est pas isolée. Même sous la menace, elle continue de chanter, de tweeter, de se rassembler, refusant que la peur dicte sa vie. En 2019, au Soudan, les réseaux sociaux ont permis de coordonner les sit-ins, de documenter les exactions et de maintenir l'élan collectif malgré les coupures récurrentes. Pourtant, le risque est immense. Si cette jeunesse est écrasée ou divisée, la fenêtre du changement pourrait se refermer pour des décennies. L'enjeu dépasse l'Ouganda. C'est toute une jeunesse africaine qui regarde, espère et craint de voir ses rêves étouffés par la répression. En RDC, la désunion de l'opposition en 2006 avait permis au système de se maintenir, brisant les espoirs de transition. L'histoire l'a montré, priver une génération de sa voix, c'est semer la frustration, la colère ou la résignation. L'espoir affronte la peur dans un bras de fer inégal où chaque faux pas peut tout compromettre. Même victorieuse moralement, la jeunesse fait face à un système qui a construit ses propres murs pour que tout progrès soit périlleux.
En Algérie, malgré le Irak pacifique, l'appareil d'État a su contenir le mouvement par l'usure et la division. Alors, la société ougandaise se retrouve à la croisée des chemins. La manière dont elle répondra à ce moment décisif pourrait bien inspirer, ou désespérer, tout un continent. L'exemple positif du Ghana, où les alternances pacifiques sont devenues la norme, montre que la démocratie n'est pas une utopie en Afrique. Mais le véritable test débute après le vote. Et si la victoire, pour l'un ou l'autre camp, n'était en réalité que le commencement des périls? Beaucoup pensent que tout se joue le jour de l'élection, mais le moment le plus dangereux, c'est ce qui suit, la zone grise de la transition, quand tout peut basculer. En Gambie, le refus de Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite en 2016 a plongé le pays dans l'incertitude, avant une intervention régionale inédite. Pourquoi? Parce qu'en Ouganda, le système politique repose sur un seul homme. Quand les institutions sont façonnées autour d'une figure, tout changement devient risqué. L'armée, la police, les services secrets, leur loyauté va souvent à un individu, pas à la nation. Dans ces heures fragiles, la militarisation menace et des intérêts étrangers guettent, prêts à s'engouffrer dans la confusion. L'histoire du Nigeria l'illustre bien. Chaque transition mal préparée a été marquée par des épisodes de violence ou de prise de pouvoir par l'armée. Après le scrutin, généralement autour du 15 janvier, le pays entre dans une phase critique. Si la confiance s'effrite, si la population perçoit une fraude, la stabilité s'évapore. Le tissu social se déchire. Voisins contre voisins, familles divisées, militants traqués, peur diffuse. C'est ce qui s'est passé au Kenya en 2007, où l'annonce de résultats contestés a déclenché des violences intercommunautaires dramatiques. Si Museveni reste en place, il ne pourra se maintenir que par une emprise accrue. Force, répression, contrôle. Mais à quel prix? Espoir piétiné, jeunesse désabusée qui s'exile, économie étouffée, fractures qui s'élargissent chaque jour. Une paix d'apparence, fragile, achetée au prix de la peur et du silence. En Érythrée, la confiscation durable du pouvoir a vidé le pays de sa jeunesse, qui cherche l'espoir ailleurs. Mais si, contre toute attente, l'opposition l'emporte, le vrai péril peut surgir là, au seuil même de la victoire. Le vieux système acceptera-t-il de s'effacer? Ou résistera-t-il, entraînant le pays vers l'incertitude, le chaos, voire la violence? L'histoire africaine regorge de ces transitions volées, où le rêve de renouveau s'est mué en cauchemar. En Côte d'Ivoire, le refus de céder le pouvoir en 2010 a déclenché une crise sanglante qui a laissé des cicatrices profondes. L'incertitude, voilà le poison le plus redoutable. Quand la confiance disparaît, quand l'armée hésite, quand la rue s'agite, la moindre étincelle peut tout embraser. Ce n'est pas seulement le pouvoir de quelques-uns qui est en jeu, mais l'unité, la paix, le développement et l'espoir même d'un avenir démocratique. Des exemples comme le Libéria, où la guerre civile a été allumée par la défiance généralisée, rappellent que le chaos n'est jamais loin lorsque les institutions sont fragiles. Ailleurs, on l'a vu, et trop souvent. À cet instant, tout peut basculer, vers la réconciliation et l'espoir, ou vers la division et le sang. L'Afrique du Sud, après l'apartheid, a choisi la commission Vérité et Réconciliation plutôt que la vengeance. Ce choix a permis d'éviter une guerre civile et de jeter les bases d'un avenir commun. Alors, comment éviter que l'histoire ne se répète dans la violence et la fracture? Pour comprendre ce qui pourrait faire la différence, il faut plonger au cœur de la société ougandaise, là où se joue l'avenir entre peur, courage et choix collectifs. L'expérience du Bénin, où la société civile veille jalousement sur le processus démocratique, montre qu'une mobilisation citoyenne peut faire pencher la balance. Changer un système, oui, mais à quel prix? Comment réclamer justice sans s'autodétruire? Cette interrogation hante la jeunesse ougandaise, et toute l'Afrique la regarde, suspendue à son choix. Au Zimbabwe, la contestation brutale a souvent engendré plus de répression que de progrès. En revanche, au Ghana, la patience et la discipline ont permis des alternances pacifiques. La lutte ne se joue pas seulement dans la rue, ni dans la violence. Les armes les plus redoutables restent l'idée, l'organisation et la mémoire.
Quand le pouvoir ferme la porte au dialogue, il faut inventer d'autres chemins, faits de créativité et de stratégie. Les réseaux de solidarité, les associations de quartier, les collectifs étudiants sont autant de leviers pour bâtir une résistance pacifique. L'histoire africaine déborde d'exemples où la brutalité n'a servi qu'à légitimer la répression. Mais ailleurs, des jeunes ont trouvé d'autres voies. Au Burkina Faso, au Sénégal, au Soudan. C'est la force du collectif, la discipline, la mobilisation pacifique et la maîtrise de l'information qui ont fissuré les murs des dictatures, jamais les cocktails incendiaires. En Ouganda, la campagne au We Are All Bobi Wine a mobilisé des milliers de personnes en ligne et dans les rues, démontrant la puissance des réseaux sociaux. Le piège, c'est la division. Le pouvoir accuse, vous n'êtes pas patriote, vous servez l'étranger, vous n'êtes pas du même clan. Chaque fois que les jeunes se sont laissés diviser, ils ont perdu leur cause, leur temps, parfois leur vie. En Centrafrique, la division confessionnelle a été exploitée pour justifier la violence et empêcher toute véritable alternance démocratique. Ceux qui contrôlent aujourd'hui les institutions attendent que la colère explose pour mieux l'écraser. Mais la patience et la cohésion sont les armes les plus inattendues et les plus déstabilisantes. Patience, car aucun système injuste ne tombe en une nuit. Cohésion, car un peuple uni, même silencieux, inquiète plus qu'une foule en colère mais éclatée. L'exemple de la révolution tunisienne montre que l'unité et la discipline peuvent renverser même les régimes les plus enracinés. On reproche à la jeunesse son impatience, sa soif d'immédiateté. Pourtant, l'histoire du continent montre que la victoire appartient à ceux qui choisissent leur bataille, tissent des alliances et documentent chaque abus. Chaque vidéo, chaque mot, chaque preuve compte. Ce sont les pierres du chemin vers la justice. En RDC, la plateforme Filimbi a joué un rôle clé en documentant les violations et en mobilisant l'opinion internationale. Regardez ailleurs. Au Soudan, ce sont les sit-ins, les femmes en blanc, la musique, les réseaux sociaux et les messages codés qui ont fait plier le pouvoir. À Dakar, les étudiants ont choisi la discipline, l'échange d'informations, le refus de la provocation. Partout, ce sont les cerveaux, pas seulement les poings, qui ont ouvert la voie au changement. À Maurice, la société civile s'est organisée pour surveiller chaque étape électorale, garantissant la transparence et la confiance. La jeunesse porte aujourd'hui une responsabilité immense, ne pas sacrifier l'avenir pour une victoire immédiate. Chaque erreur, chaque division peut condamner une génération à la répression, à l'exil ou à la désillusion. Mais une jeunesse organisée et patiente peut ouvrir la porte à un renouveau, pour l'Ouganda et pour l'Afrique entière. L'exemple du Cap-Vert, pays où la jeunesse a toujours privilégié le dialogue, montre que l'on peut construire sur le long terme. N'oublions jamais, l'histoire finit par donner raison au peuple, mais seulement s'il reste vivant, uni et déterminé. Gagner une bataille pour perdre la guerre, c'est la tragédie de tant de révoltes passées. Refusez ce piège. La révolution égyptienne, magnifique dans son élan, a été confisquée faute de stratégie commune. Mais comment garder ce cap face à la peur, à la fatigue, à la tentation de tout brûler? La prochaine étape déterminera si la jeunesse ougandaise parviendra à surprendre le système ou si elle retombera dans les pièges du passé. Il est essentiel de se doter de structures durables, de former des leaders capables de résister aux tentations et d'éviter la personnalisation du combat. En 2026, vos enfants vous demanderont « Qu'avez-vous fait pour notre avenir ?» Cette question, implacable et simple, révélera la vérité de nos choix, qu'ils soient individuels ou collectifs. Comme les générations du printemps arabe, dont les enfants questionnent aujourd'hui les résultats de leur lutte, il faudra répondre avec honnêteté. Ne vous y trompez pas, ce qui se passe aujourd'hui en Ouganda dépasse les frontières. C'est tout un continent qui regarde, une Afrique fatiguée de voir le même scénario. Oppression, résistance, puis sacrifice trop souvent vains. Pourtant, le futur n'est pas gravé dans la pierre. Il appartient à ceux qui osent l'imaginer et le bâtir, brique après brique. Il dépend de décisions prises dans l'ombre comme en pleine lumière, du courage discret ou éclatant de ceux qui refusent l'injustice. L'indignation ne suffit plus. La responsabilité est partagée par tous. Chaque citoyen, chaque voix compte.
Même les petits gestes, comme accompagner un voisin menacé ou partager une information fiable, peuvent faire la différence. Le vrai changement exige une action lucide, digne et informée. Refuser la violence facile, repousser la haine, s'organiser pour la paix, sans jamais céder à la peur ou à l'indifférence. Créez des réseaux de vigilance, protégez les plus vulnérables, formez-vous aux outils de communication sécurisés. Les exemples de Telegram au Bélarus, de WhatsApp au Nigeria, montrent que la technologie peut servir la cause démocratique. Votre avenir, celui de votre pays, et même celui du continent africain sont en jeu. Les choix d'aujourd'hui résonneront bien au-delà des bulletins de vote ou des discours officiels. Les générations futures jugeront nos actes, pas nos intentions. En Afrique du Sud, la génération Mandela a su poser les jalons d'un nouvel espoir, mais la tâche reste inachevée. Ne laissez pas la division s'installer. Refusez la spirale de la vengeance. Soyez ceux qui brisent le cycle, pas ceux qui l'entretiennent. À chaque génération ses défis, à chaque époque ses héros anonymes. À la jeunesse ougandaise et à ses sœurs et frères d'Afrique. L'heure est venue d'inventer un avenir différent, de prouver que l'unité et la dignité peuvent triompher de la peur et du fatalisme. Lancez des campagnes de sensibilisation, organisez des débats ouverts, impliquez les femmes et les minorités, car la démocratie ne s'écrit pas à moitié. Demain, l'histoire retiendra non seulement les noms, mais aussi la façon dont ce peuple aura défendu, ou abandonné, l'espoir. Ce choix vous appartient et concerne tous ceux qui croient, en Afrique, que liberté et justice ne sont pas de vains mots. La dette de la question est enfin close. C'est ici, maintenant, ensemble, que se joue l'avenir.